Mesdames, Messieurs, la communauté versatile, bien le bonsoir. J'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour cette quotidienne du 17 mars 2025. Il est actuellement 19h40 lorsque j'enregistre cette vidéo et on va le voir. Les marchés ont ouvert effectivement cette semaine sur un rebond comme prévu lors du point hebdomadaire, comme prévu lors de la semaine dernière, effectivement, puisqu'on était largement journalier, donc en échéance court terme, sur des zones de survente extrêmes. Donc voilà, les vendeurs qui commençaient à s'épuiser. Tout simplement, attention, ceci étant dit, attention, la semaine est longue, les prochaines semaines, 2 semaines vont être cruciales et il va y avoir un événement extrêmement important qui va driver toute la suite des prochaines semaines, des prochains mois, qui va avoir lieu cette semaine. On va le voir un petit peu plus tard dans la vidéo. Ça aura lieu mercredi, dans la journée de mercredi, tout simplement. Je ne vais pas vous spoiler. Vous pouvez regarder la vidéo jusqu'à la fin pour en savoir plus. Si jamais vous nous regardez du côté de YouTube, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner. C'est 100% gratuit. Ça nous soutient grandement. Mettre un petit like et éventuellement un commentaire. C'est gratuit pour vous et ça soutient énormément la chaîne, ça donne la pêche et ça fait plaisir. Donc voilà, merci à tous ceux qui le feront par avance. Et si jamais vous voulez avoir accès à l'ensemble des documents, à l'ensemble des points hebdomadaires, à l'ensemble de nos wallets, de nos positions, etc. en temps réel, n'hésitez pas à rejoindre la plateforme Versatile, c'est 100% gratuit également. Tous les liens sont dans la description. On commence tout de suite l'analyse macroéconomique avec quelques news, hein, ça va aller assez vite. Je pense que ça va être une quotidienne qui va être assez concise. Grosse victoire pour le camp MAGA de Donald Trump. Effectivement, le Congrès a voté pour adopter un projet de loi de financement vendredi, évitant la fermeture du gouvernement. Donc, vous le savez, hein, en ce moment, énormément d'incertitudes sur les marchés. C'est ce que price les marchés en ce moment, cette incertitude. Donc, ils ne savent pas trop dans quel sens aller. Les marchés détestent l'incertitude. Donc, on a des corrections. On avait, comme facteur qui a ajouté à ces incertitudes, un possible government shutdown aux États-Unis. Voilà qui est évité tout simplement. Dernière heure, Trump annonce qu'il s'entretiendra avec Poutine demain. Donc, c'est sorti ce matin. Il précise que les discussions porteront sur des terres, des centrales électriques et le partage des actifs. Grosso modo, comment je comprends la chose, on peut potentiellement demain avoir une annonce de cessez-le-feu, peut-être un accord de paix finalement, voilà, un document peut-être, enfin je ne pense pas que ça sera demain pour le document, bien évidemment, hein, mais dans les jours, dans les semaines qui suivront, une découpe de l'Ukraine entre les États-Unis et la Russie. Les grands perdants, j'ai l'impression, de cette affaire ici, c'est l'Europe qui n'est même pas assise à la table des négociations. Donc voilà, pas de politique chez Versatile, vous le savez bien, mais ça a quand même un certain intérêt concernant la géopolitique et également les marchés. C'est des sujets qu'on traite généralement pendant les points hebdomadaires. Donc, une fois de plus, ça a lieu le dimanche soir, c'est 100% gratuit, c'est en live. Vous pouvez nous poser vos questions en direct et ça a lieu sur la plateforme pour la communauté. Polymarket price 100% de chance qu'il va y avoir une fin du QT, du quantitative tightening, à contrario du quantitative easing, c'est-à-dire de l'impression monétaire. Le quantitative tightening, c'est la contraction monétaire par la Banque centrale américaine, la Fed, tout simplement, qui s'occupe de gérer globalement effectivement ces histoires de quantité de monnaie qui est émise entre quantitative easing et quantitative tightening dans la nature. Et donc, voilà, on a Polymarket qui est comme Kalshi et qui price 100% de chance qu'on a une fin de QT, donc de contraction du bilan monétaire de la Fed avant mai. Donc ça, c'est une très bonne chose. De toute façon, je vous l'ai dit, je vous le répète, la macroéconomie est extrêmement bien orientée actuellement. Il y a une seule chose qui nous met du plomb dans l'aile et qui met vraiment du plomb dans l'aile au marché, parce qu'en réalité, moi, ça ne me met pas de plomb dans l'aile. Je vous ai déjà expliqué ma vision. Si les marchés corrigent, ça représente des opportunités pour diminuer mon PRU ou lisser mon PRU. Et si ça monte, eh bien, mes wallets sont en train de croître. Donc, ça, les deux situations, finalement, me vont très bien et je suis gagnant dans tous les cas. Mais effectivement, les news macroéconomiques qui sont excellentes. La seule chose qui fait peur au marché actuellement et qui fait que les marchés corrigent, c'est la géopolitique. Voilà, très simplement, très trivialement, lorsque la géopolitique se contracte, se gâte, ça ne sert plus à rien de regarder tout ce qui est analyse technique, tout ce qui est voilà, macroéconomie un peu plus, mais tout ce qui est action de prix, toutes ces choses-là, c'est surtout, il nous faut retrouver de la certitude, ou en tout cas diminuer le niveau d'incertitude dans le marché. Et ça, actuellement, c'est entre les mains de l'administration de Donald Trump et entre les mains également de cette Fed, bien évidemment. Donc voilà, la fin du QT qui signifierait pas de QE peut-être directement, de quantitative easing, mais quoi qu'il en soit, au moins un arrêt de la pression de rachat, de contraction de la quantité de monnaie par la Fed et peut-être potentiellement par la suite, en effet, une impression monétaire qui pourrait reprendre. Et ça, vous le savez, les marchés adorent, puisque généralement, où termine l'argent qui est imprimé par les banques centrales? Bien évidemment, sur
les marchés. Nicolas Chéron ici qui nous dit concernant le SP500, ne pas y voir une ressemblance entre les deux canaux ascendants qu'on a ici et la cassure de ces canaux ascendants. Donc voilà, canaux ascendant ici, on peut le voir comme étant aussi un falling wedge de ce côté-là. Vous le savez, moi j'avais plutôt tracé un falling wedge. Mais voilà, une cassure ici qui a l'idée à une correction un peu plus profonde. On vient de casser. Ne pas y voir une ressemblance, ne pas considérer les risques, fermer les yeux et espérer pourrait être nuisible. Le SP500 est officiellement abîmé, oui. Peu importe ce que vous lisez sur Twitter, peu importe ce que vous voyez sur YouTube, et c'est exactement ce qu'il dit dans son X en dessous. Cela ne veut pas dire cela ne veut pas dire que cela va forcément chuter. Cela ne veut pas dire de shorter le marché. De toute façon, vous le savez, la stratégie versatile, c'est pas de trading et encore moins, en tout cas de trading à court terme, mais encore moins d'effet de levier ou de futur, shorter ou long le marché. Mais il faut voir de manière pragmatique et c'est aussi vraiment la partie importante, une des parties importantes dans Versatile, c'est aussi cultiver son esprit, c'est essayer d'accepter les informations, de prendre les informations sans biais, de la manière la plus pragmatique possible et les traiter comme elles doivent être traitées, c'est-à-dire sans aucune émotion. D'accord. La réalité, c'est que sur le SP500, on a évolué pendant longtemps dans une tendance haussière sur les 2 dernières années qui a été anormalement haussière. Deux, on avait un falling wedge qui s'est mis en place ou un canal ascendant qui a été cassé à la baisse. On a cassé la moyenne mobile 20 dans un premier temps en hebdomadaire. Puis la moyenne mobile 50, on a clôturé en dessous ou pile poil dessus la semaine dernière. Grosse dégradation, on était en territoire correctif, moins 11% depuis les ATH. Voilà, quand ça, généralement, dans le passé, ça s'est passé, que ce soit géopolitique ou pas, là, actuellement, la réalité, c'est que statistiquement, quand tout ça arrive, et même si on n'a pas envie de l'entendre, moi-même pour les crypto-monnaies, je n'ai pas forcément envie de l'entendre, mais je dois traiter cette information pour le bien voilà, de mes investissements, de mes décisions, des décisions que je vais prendre. Je dois traiter cette information de la manière la plus pragmatique et la plus impartiale possible, sans y ajouter un quelconque biais. Voilà. Donc, bien évidemment, on va scruter de la manière la plus aiguë, de la manière la plus précise possible, eh bien, les clôtures là, de cette semaine et la clôture de la semaine prochaine, notamment cette semaine, puisqu'on va avoir un événement macro extrêmement important. Breaking du côté des crypto-monnaies ici, le CME Group qui nous dit tout simplement qu'on va avoir un lancement des futurs Solana sur le Chicago Mercantile Exchange. Donc voilà, les futurs Solana qui seront ouvertes comme pour BTC pour les institutionnels en cotation. Je pense, je vérifierai l'information et je vous la donnerai dans la prochaine quotidienne, 5 jours sur 7, comme le Bitcoin, puisque ça m'étonnerait qu'on puisse coter ça 24 heures sur 24. Paul Cryptoners, Cryptoformation ici, qui nous rapporte que le niveau de position short sur les contrats futurs du CME Ethereum continue d'augmenter. Donc, on est sur un record de short sur Ethereum, sur la position CME en position future. Et qu'est-ce qui est un peu cocasse, d'accord? Ça, je vous en ai parlé dans une quotidienne il y a plusieurs semaines déjà. Et en même temps, donc ça, c'est le marché institutionnel, d'accord? Donc les institutionnels, d'un côté, sont en train de shorter de manière extrêmement importante. C'est historique la quantité de short qu'on a actuellement sur le CME, sur Ethereum. Et de l'autre côté, vous avez ici la courbe d'accumulation des whales. Donc, sous-entendu, la plupart, ce sont des institutionnels en violet eh bien, sur la dernière période de temps. En même temps, ils achètent sur le spot. Voilà, tout simplement. Leur position en spot qui ne fait qu'augmenter. Et de l'autre côté, les shorts qui ne font qu'augmenter. Donc voilà, stratégie delta neutre, manipulation de marché pour pouvoir accumuler avant de lâcher les chevaux et juste clôturer ses positions. Je ne sais pas, je ne me prononcerai pas, je n'ai pas les données en ma possession. Et puis, je ne suis pas dans le secret des dieux. Quoi qu'il en soit, une fois de plus, ne vous fiez pas uniquement à l'action de prix, ne vous fiez pas uniquement à ce que vous voyez sur vos graphiques, mais allez chercher les informations eh bien là où elles sont pour construire le raisonnement le plus complet possible sur une question lorsque vous en avez une. Dave The Wave ici qui nous dit que le prix est en train eh bien, d'évoluer, de stagner, assez proche des plus hauts finalement. Et vous le voyez, hein, on en parle depuis un moment, on a cette trend haussière là qui continue de tenir sur Bitcoin. On a cette trend baissière qui est en train d'ajouter un certain niveau, un pattern de compression plutôt. Donc voilà, on a Bitcoin qui est en train de compresser dans ce pattern-là après être retourné sur ses 0,382 en retracement de Fibonacci. À un moment donné, on va sortir, que ce soit par le nord ou par le sud. Là, je vous fais un petit peu une Nostradamus trader, hein, c'est ce qu'on entend tout le temps. Lorsque vous regardez les vidéos trading sur YouTube, voilà, ça peut latéraliser, ça peut aller au nord, ça peut aller au sud. Oui, effectivement, là, je vous le dis, ça ne dépend pas de Bitcoin. C'est ce que je dis, ce que j'ai dit hier pendant le point hebdomadaire à la communauté versatile. Ça ne dépend pas des crypto-monnaies. Actuellement, la direction que va prendre Bitcoin, ça dépend de la direction que prendront les indices
lors de cette semaine, potentiellement sur la journée de mercredi. Pourquoi la journée de mercredi? Trêve de suspense, puisque mercredi à 7 heures, on va avoir la décision de taux d'intérêt de la Fed. Les taux d'intérêt de la Fed qui sont actuellement à 4,5% et qui vont très probablement rester à 4,5%. Alors pourquoi, vous me direz, est-ce que ça peut être décisif pour prendre une direction au niveau des marchés? Parce que par la suite, une demi-heure plus tard, on va avoir la conférence de presse de la Fed et tout se situera entre les mains d'un individu qui s'appelle Jérôme Powell. Jérôme Powell qui est le patron de la Fed, d'accord? Donc soit il arrive à cette conférence avec un discours hawkish, c'est-à-dire un discours pour nous expliquer que la baisse des taux, ce n'est pas pour tout de suite, comme il a fait finalement toutes les précédentes conférences. Hein. La baisse des taux ne sera peut-être pas pour tout de suite, l'inflation est encore élevée, les chiffres du chômage ne sont pas encore voilà, assez dégradés, on n'a pas encore l'économie, l'inflation à 100% sous contrôle. Donc, on peut continuer à prendre notre temps. Dans ce cas-là, ou alors voilà, quelconque raison qui ferait que le marché ne pourrait pas se projeter sur une baisse des taux prochaine, puisque je vous le rappelle, hein, le marché se projette sur une baisse des taux, une continuation de la baisse des taux concernant sur la décision de juin. Donc, si on a n'importe quelle information qui donnerait au marché une vision négative de ce côté-là et donc une décision qui pourrait être prise un peu plus tard de continuer à baisser les taux, dans ce cas-là, effectivement, eh bien, je pense que les indices vont peut-être rebondir, puisque là, actuellement, on est dans un rebond qui est 100% technique. Hein. Les fondamentaux n'ont pas vraiment changé, l'incertitude de marché, Donald Trump, les tarifs sont toujours là, etc. On aurait très probablement une continuation baissière au niveau des indices et donc une continuation baissière au niveau des crypto-monnaies. Par contre, si mercredi, on a Jérôme Powell qui arrive à 19h30, petit smoking, et qui nous explique que ça y est, on a vu des chiffres du CPI qui commencent à baisser, l'inflation commence à être sous contrôle, les chiffres du chômage commencent à se dégrader légèrement. D'après les projections de la Fed, on devrait avoir une continuation baissière de l'inflation, etc. Donc, à ce moment-là, on va avoir un discours un discours permissif concernant la continuation de baisse de taux. À ce moment-là, le marché, effectivement, la pricera à juin, ou peut-être même, si on a un Jérôme Powell qui est extrêmement permissif, la pricera à mai, et là, ça sera honnêtement la fête du slip, je pense. Donc, à ce moment-là, effectivement, on peut avoir des clôtures au niveau des indices sur la fin de la semaine, au-dessus des moyennes mobiles 50 en hebdomadaire, et donc un fake-out de ce qu'on a eu la semaine dernière. Ce qu'il faudra bien scruter à ce moment-là, en revanche, c'est qu'on ne se fasse pas avoir par un piège haussier, un dead cat bounce. Voilà, donc il faudra quand même rester sur ses gardes. On passe tout de suite du côté de l'analyse technique et on commence avec le SP500. Hein. Comme je vous l'ai dit, vous le voyez, on ouvre. On a clôturé la semaine dernière très légèrement sous la moyenne mobile 50 en hebdomadaire. Lorsqu'on clôture comme ça, généralement, continuation de tendance baissière. Si on regarde les indicateurs techniques en weekly, on est toujours en zone de surachat, en zone positive. On a une inflexion importante au niveau du MACD. On n'est toujours pas dans la zone neutre ni dans la zone négative. Au niveau du RSI, on a forcément un léger rebond puisqu'on rebondit là sur ce début de semaine, mais on a encore de quoi largement aller chercher bien plus bas. En revanche, vous voyez que si on se place en journalier, effectivement, sur la journée de vendredi et la journée d'aujourd'hui, et c'est pour ça que j'aime pas trop me placer en journalier, puisque j'investis sur le moyen long terme, vous voyez qu'on a fait un très bon rebond. Et ce que je vous disais dans les quotidiennes de la semaine dernière, quand on était dans cette zone-là, c'était clair et net qu'on allait avoir un rebond, puisque on était un rebond technique, je le rappelle, hein, ce n'est pas un rebond fondamental pour l'instant, c'est un rebond technique, puisqu'on était largement en zone de survente du côté du RSI, du MACD et en général. Donc si on repasse en weekly ici, on voit que cette ouverture de semaine, alors on est lundi, d'accord, le chiffre important de la semaine, ça sera mercredi, comme je vous l'ai dit, et il faudra voir la clôture à la fin de la semaine. Quoi qu'il en soit, clôture semaine dernière en dessous de la moyenne mobile 50, continuation de la tendance baissière. Je vous ai donné les deux scénarios. Jérôme Powell, optimiste, permissif, on peut repartir à la hausse et voilà, latéraliser tout simplement. Ou faire un V-bottom, j'y crois pas vraiment, mais pourquoi pas latéraliser jusqu'à la décision de la Fed et ensuite casser la moyenne mobile 20 de nouveau. Et dans ce cas-là, on sera effectivement de nouveau reparti dans une tendance, dans une tendance haussière propre. On peut aussi avoir un fake-out ici et repartir à la baisse si on a Donald Trump qui, par la suite, semaine prochaine, semaine suivante, vient nous expliquer qu'il a mis un énième tarif, que la guerre finalement ou le cessez-le-feu ne sera pas respecté, etc. etc. C'est quelque chose, c'est des choses qu'on a déjà eues. Vous le voyez, ce genre de fake-out, hein, quand on était ici, on est venu casser la moyenne mobile 20, rebondir sur la 50, casser la 50. On a eu un gros rebond, on est repassé même sur la moyenne mobile 20 et finalement, dead cat bounce ici, rebond du chat mort, et on a continué notre tendance baissière pour aller 20% ou 25% plus bas. D'autant plus qu'ici, on a un M-top qui a cassé de manière très claire
et qui est une figure de retournement baissier, de continuation baissière, vous appelez ça comme vous voulez. Voilà donc là les scénarios globaux. Vous le savez pour la communauté versatile, de toute façon, sur ces indices-là, on est sur des ETF, on accumule. Donc voilà, pour actuellement, c'est les soldes. Honnêtement, il n'y a rien de plus à dire, hein. Moi, je scrute surtout les mouvements pour les crypto-monnaies et pour adapter ma voilure en termes de DCA, vous le savez. Du côté du Nasdaq, c'est un peu plus dégradé, hein, c'est beaucoup moins clair que pour le SP500, puisque pour le Nasdaq, on a clôturé très clairement en dessous de la moyenne mobile 50 en hebdo. Là, il n'y a aucun doute, d'accord, malgré la grosse mèche ici qu'on est venu en partie ravaler. On ouvre cette semaine ici en dessous de la moyenne mobile 50 en hebdo, contrairement au SP500 où peut-être on est en train de faire une mèche au-dessus, mais quoi qu'il en soit, on est pour l'instant au-dessus de cette moyenne mobile 50 en hebdo. Donc voilà du côté du Nasdaq, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est exactement la même chose que pour le SP500. Il va falloir reprendre de manière pérenne, sans qu'on ait un dead cat bounce, cette moyenne mobile 50 en weekly, mais très honnêtement, j'y crois pas vraiment pour l'instant, si on n'a pas vraiment une résolution haussière du côté de la Fed mercredi. Le marché n'attend que ça. Le marché attend vraiment cette décision de la Fed de mercredi et au-delà de la décision, puisque bien évidemment, il y aura très probablement pas de baisse de taux, plutôt le speech de Jérôme Powell. Donc voilà, tout le marché, je pense, sera attaché aux lèvres de Jérôme Powell. Le CAC 40 qui freine au niveau des ATH. Donc voilà, un pause légitime après le petit rallye qu'il nous a fait ici. Et ici, eh bien, c'est assez simple, hein, on est grosso modo dans cette zone-là. Donc voilà, pour les gens qui souhaitent accumuler du CAC 40 une fois de plus, oui, effectivement, à court terme, peut-être il y a moyen d'optimiser son point d'entrée, mais quoi qu'il en soit, vous le savez, à moyen plus long terme, on estime que le CAC 40 continuera sa tendance haussière et continuera de surperformer les marchés américains sur cette année 2025. Je vous passe très rapidement les crypto-monnaies, vous voyez que tout est dans le vert. Je ne vous passe pas trop les crypto-monnaies en ce moment. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que je vous l'ai dit, ce sont les indices, notamment le SP500 et le Nasdaq, qui sont en train de driver le reste des marchés et surtout les crypto-monnaies. Donc le Nasdaq voilà, sur lequel est corrélé très fortement au Bitcoin puisqu'il est tradé comme une valeur technologique. Quoi qu'il en soit, on a un Bitcoin qui actuellement est en rebond, a très bien conservé cette zone ici, donc sa moyenne mobile 50 en hebdomadaire. C'est la zone en dessous de laquelle on ne doit absolument pas passer. Je l'ai dit lors du point hebdo hier pour la communauté versatile, je vais vous le dire ici également. On peut potentiellement faire une mèche au niveau de l'ancienne ATH, puisque vous voyez qu'il n'est pas très loin. Bon, il est quand même 5 000 $ en dessous de la moyenne, plus de 5 000 $ d'ailleurs, 10 000 $ en dessous de la moyenne mobile 50 en hebdo, mais on n'est pas à l'abri d'aller pullback là-dessus. Si on fait une mèche en weekly, il n'y aura pas péril en la demeure. Par contre, si on clôture en weekly en dessous de cette moyenne mobile 50, ça sera, voilà, on aura un pattern qui sera extrêmement dégradé pour Bitcoin et vous n'avez pas envie de savoir où sont les prochains points de support, je vous l'assure. Du côté d'Ethereum, bon bah voilà, on a un Ethereum qui est extrêmement dégradé. Vous l'avez vu, hein, je ne sais pas ce qui se passe du côté d'Ethereum parce que fondamentalement, rien n'a changé. Je pense que les investisseurs sont encore là, mais il y a une quantité de short énorme. Les institutionnels sont en train, enfin en tout cas les whales, sont en train d'en accumuler en spot de manière exceptionnelle. Et entre guillemets, comme de par hasard, je ne voilà, je vais pas faire le complotiste ou quoi que ce soit, mais à partir du moment, vous le savez, où les whales ont vraiment commencé à accumuler, hein, c'était au niveau exactement sur cette bougie ici, puisque c'était dans la semaine du 15-16 décembre. Et depuis, le prix n'a fait que chuter. Donc, si vous êtes en train d'accumuler de l'Ethereum, vous diminuez petit à petit votre PRU. Voilà, la question qu'il faut se poser, c'est à qui profite le crime. C'est toujours la même question, j'ai envie de vous dire. Quoi qu'il en soit, pour l'analyse 100% technique, on rentre dans une grosse zone de travail ici, hein, vous le voyez là, toute cette zone. Là, ça va commencer à être compliqué, hein. C'est soit on ressort de cette zone ici rapidement pour Ethereum, soit on pourrait descendre en bas de ce range ici et aller chercher jusqu'au 1500. Quoi qu'il en soit, depuis la perte des 2100 ici, on est dans un pattern qui est extrêmement dégradé du côté d'Ethereum. Voilà, le crypto total qui rebondit sur sa moyenne mobile 50 en hebdomadaire, magnifique, c'est parfait. Le crypto total 3, pareil. Vous noterez sur les 2 dernières semaines, enfin sur le début de cette semaine et sur la semaine dernière, la résilience des crypto-monnaies et de Bitcoin vis-à-vis du Nasdaq et du SP500 qui, eux, ont fait une semaine corrective. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. La quotidienne était déjà assez longue. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu dans les commentaires, à mettre un petit like, à lâcher un abonnement. Quant à moi, je vous dis à demain. Je vous souhaite une excellente soirée. Ciao, ciao.